Bonjour, bienvenue à la formation pour l'exploitation des carrières artisanales. Cette formation se fait dans le cadre du projet LOBAPRO financé par la région Occitanie et le territoire Massif Central. Les partenaires de ce projet sont les associations d'artisans bâtisseurs en pierre sèche, d'artisans losiers couvreurs, Jean des Pierres, le Parc national des Cévennes et les parcs naturels régionaux de l'Aubrac, des Causses du Quercy, des Grands Causses, des Monts d'Ardèche, la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et l'IMT Minalès. Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant ouvrir ou accompagner un projet d'ouverture ou de sauvegarde de carrière. Cette formation s'adresse également aux exploitants de carrière en activité qui souhaiteraient mettre à jour ou se recycler sur certains aspects de l'exploitation. Elle se déroulera en 3 parties. Les 2 premières seront en autonomie. Il s'agira de 2 webinaires traitant pour le premier des aspects environnementaux, la réglementation des ICPE et l'hygiène et sécurité au travail. Et le deuxième webinaire traitera des aspects matériaux et savoir-faire. La dernière partie sera un webinaire en direct qui portera sur les notions économiques et de rentabilité de ce type d'exploitation. Nous terminerons cette séquence de webinaires par une restitution globale des 3 webinaires. Webinaire 1. Environnement et ICPE, hygiène et sécurité au travail. Ce webinaire se déroulera en 4 parties. La première traitera des généralités sur les carrières artisanales. Ensuite, nous nous intéresserons à la procédure d'ouverture des carrières. Et nous terminerons par présenter les prescriptions générales liées à l'activité extractive, d'une part liées aux aspects environnementaux et d'autre part en termes d'hygiène et sécurité au travail. Avant de commencer cette formation, il est primordial de fixer le cadre en définissant le concept de carrière artisanale. Pour cela, nous allons tout d'abord définir ce qu'est une carrière. Si on se réfère à la législation en France, une carrière peut être définie comme une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, ayant pour objet l'exploitation d'un gisement de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sol ou se trouvant à la surface qui ne sont pas répertoriées dans la liste des substances relevant de la classe des mines. En fonction de la finalité des substances extraites, nous distinguons 3 types de carrières. Les carrières de matières premières industrielles, les carrières de roches ornementales et de construction et les carrières de granulats. Les carrières de matières premières industrielles, ce sont des carrières qui exploitent des minéraux tels que le mica, utilisé dans la peinture ou la cosmétique par exemple, l'argile utilisée dans les charges minérales ou dans les aliments pour animaux, le feldspath utilisé dans la fabrication de carrelage ou de sanitaire, la calcite dans la fabrication du papier ou même pour aliments pour animaux, le gypse dans l'industrie cimentière, le quartz pour la confection de verre ou même pour le photovoltaïque, pour ne citer que quelques minéraux et leur application. Quant aux carrières de granulats, ce sont sans doute les plus connues et celles qui produisent le plus de matériaux. Elles produisent des matériaux nécessaires à la fabrication du béton, des enrobés utilisés pour la réalisation de chantiers du bâtiment ou des travaux publics. Enfin, nous avons les carrières de roches ornementales et de construction dans lesquelles sont produites les pierres naturelles utilisées pour la construction, notamment patrimoniale. On peut par exemple citer les châteaux comme celui de Chambord ou le pont du Gard qui sont faits en pierre naturelle. La pierre naturelle peut avoir d'autres utilisations comme la taille de pierre, l'utilisation des pierres tombales ou la sculpture. Après avoir défini le terme carrière, nous allons nous intéresser au terme artisanal. Nous allons considérer une définition issue de l'UNESCO qui dit: on entend par produits artisanaux
les produits fabriqués par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l'aide d'outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l'artisan demeure la composante la plus importante du produit fini. La nature spéciale de ces produits artisanaux se fonde sur leurs caractères distinctifs, lesquels peuvent être utilitaires, esthétiques, artistiques, créatifs, culturels, décoratifs, fonctionnels, traditionnels, symboliques et importants d'un point de vue religieux ou social. Ainsi, nous pouvons définir les carrières artisanales comme étant des carrières de roches ornementales et de construction ou de minéraux dont la production, en grande partie manuelle, émane d'un savoir-faire spécifique, le clivage, la taille, et ayant pour finalité l'approvisionnement d'une filière artisanale ou patrimoniale. Bien évidemment, cette définition n'est qu'une proposition et elle n'est pas figée. Le but ici était de fixer le cadre dans lequel cette formation se fait. En France, nous avons plusieurs exemples de ce type de carrière. Nous pouvons citer la carrière de schiste rocher située en Lozère, qui produit de la lauze et de la pierre abattue pour les filières artisanales de couverture, de maçonnerie et de bâtissage en pierre sèche. Les carrières de Lachamp, carrière de schiste également située en Lozère, elle produit de la lauze et de la pierre abattue pour les filières artisanales locales. La carrière du Losace, située en Lozère sur le causse de Sauveterre, elle extrait du calcaire pour faire de la lauze, de la pierre à bâtir et du granulat. La carrière bleue du Quérol, qui exploite du schiste pour principalement produire de la lauze et approvisionner le marché local. La carrière de Mondardier, située dans le Gard sur le causse de Blandas, exploite du calcaire pour produire de la lauze, du dallage, des pavés, de la pierre à bâtir et du granulat. La carrière de la Barthe, située en Aveyron, elle exploite du schiste pour produire de la lauze, de la pierre à bâtir, du gabion et du copeau de schiste. La carrière du Pertuis est la dernière carrière de lauze de phonolite située en Haute-Loire. Elle exploite de la pierre, de la roche volcanique pour produire de la lauze de phonolite. La carrière San Pedron, qui est située en Corse, elle exploite du schiste pour produire du dallage, de la pierre de construction et de la lauze pour approvisionner le marché local, la filière de couverture et de bâtissage en pierre sèche locale. Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive de carrières. En effet, dans chaque territoire où subsiste une activité artisanale de construction en pierre, on retrouve toujours une carrière qui a vocation à approvisionner la filière locale. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant des aspects environnementaux et réglementaires liés à l'exploitation des carrières artisanales. Pour cela, nous allons explorer ces différents points en se basant sur un projet d'exploitation, c'est-à-dire sur les bonnes pratiques avant, pendant et après la réalisation d'un projet d'exploitation d'une ressource. Par exemple, en amont, nous parlerons de comment bien définir son projet, comment identifier la ressource, ce qu'il faut faire sur le plan administratif. Pendant le projet, quelles sont les prescriptions à respecter sur les plans environnementaux et de sécurité et hygiène au travail. Un projet d'exploitation d'une carrière artisanale peut avoir deux finalités. Soit une finalité d'intérêt patrimonial ou architectural, soit une finalité plutôt économique de développement d'un territoire ou d'une filière locale. Une fois qu'on a bien défini le cadre dans lequel s'inscrit notre projet, il faut maintenant trouver la ressource. Une ressource se définit comme un gisement ou une concentration géologiquement favorable d'un matériau ou d'une substance minérale qui est exploitable. En d'autres termes, d'un côté, nous avons la notion de géologie, qui permet d'identifier la roche, le minéral, et de l'autre côté, nous avons
les aspects liés à l'exploitabilité du gisement identifié. Je parle là par exemple des contraintes d'accès au gisement, telles que les enjeux environnementaux, urbanistiques ou paysagers. Il est possible de trouver les ressources soit dans des travaux menés par les organismes tels que le BRGM ou l'IMT Minales, où certains parcs, pour soutenir les filières, détiennent également des informations sur les gisements locaux. Une plateforme en ce moment est développée par l'IMT Minales pour trouver la source d'approvisionnement en fonction de la localisation d'un chantier. Donc en prenant en compte les critères d'impact environnemental, de la construction et de plus-value sur les territoires. Une fois que nous avons identifié notre ressource, il faut faire un contrat avec le propriétaire avant de faire quoi que ce soit. Généralement, pour les projets de carrière, un contrat de fortage est rédigé entre le propriétaire des terres et la société qui exploite la ressource, qui souhaite exploiter la ressource. Un contrat de fortage est un contrat par lequel le propriétaire d'une carrière concède à un tiers le droit de l'exploiter, en principe moyennant le versement d'une redevance, tout en conservant la propriété du sol et du sous-sol. Après cet accord du propriétaire, les démarches administratives peuvent commencer. Une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, se définit comme une activité susceptible de créer des risques ou provoquer des pollutions ou nuisances dans l'environnement. En France, l'activité extractive relève des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, notamment sous la rubrique 25.10. Dans cette rubrique, on distingue deux types de régimes, le régime déclaratif et le régime d'autorisation. C'est le projet, comme nous l'avons vu précédemment, qui définit le cadre administratif. Pour répondre à un projet d'intérêt patrimonial ou architectural, il faut faire une déclaration, et pour répondre à un projet de développement économique d'un territoire ou d'une filière, il faudra faire une demande d'autorisation. Comme nous venons de le dire, une carrière soumise au régime déclaratif s'inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt patrimonial ou architectural. Il faut également que pour réaliser ce projet, il n'y ait pas besoin d'une trop grande quantité de matériaux, inférieure à 500 mètres cubes. Et enfin, il faudrait qu'il n'y ait pas déjà un autre moyen d'approvisionnement déjà existant à proximité du chantier. La procédure est simple. Elle se fait en ligne sur le site internet Entreprendre Service Public. La procédure consiste à, dans un premier temps, indiquer le type de déclaration que l'on souhaite faire. Ici, nous ferons par exemple une déclaration initiale. Ensuite, il faut donner les informations sur le projet, c'est-à-dire l'adresse de l'installation et les informations sur le déclarant. La troisième étape consiste à donner les informations sur les activités du site, notamment la description générale de l'installation, la nature des activités envisagées, la quantité de matériaux qui sera extraite. Par la suite, il faut renseigner des informations sur le mode d'exploitation, notamment comment est organisée la gestion des fluents et des déchets sur site. Il s'agit ici de dire s'il y a des prélèvements d'eau, s'il y en a des rejets, s'il y a de l'épandage, si l'épandage est prévu et si des rejets atmosphériques sont prévus. Il y a aussi d'autres questions sur la gestion des déchets. Dans tous les cas, si l'on s'en tient à notre définition de carrière artisanale, normalement notre projet ne devrait poser aucun problème à ce niveau, puisque c'est une extraction de très faible quantité et ne nécessitant, quand cela est possible, que des moyens mécaniques ou des moyens manuels. Par la suite, nous allons renseigner les informations concernant l'impact de notre projet sur la biodiversité, notamment si l'on se trouve en espace protégé Natura 2000. Ici, nous allons mettre oui pour pouvoir voir ce que cela implique dans la procédure. Dans le cadre de cette activité, nous voyons que en fait,
la grosse impact qui est considérée ici, c'est celle liée aux espaces Natura 2000. Toutes les autres espaces comme les SNIEF ou les autres espaces où les trames vertes et bleues ne sont pas considérées. Ceci étant, l'espace Natura 2000 nous donne déjà une bonne considération de la biodiversité où l'on se trouve. Pour terminer, nous allons dire si nous souhaitons avoir des allègements de l'application de la réglementation sur notre exploitation. En effet, en France, dans l'application de la réglementation sur la protection de l'environnement, il y a le principe de proportionnalité. En d'autres termes, une activité à petit impact avéré implique moins de restrictions. J'ai mis ici 8 pour voir ce que cela implique sur la procédure par la suite. Pour terminer la procédure, il faut fournir des documents à l'administration pour l'étude de notre dossier, notamment un plan de situation cadastrale à jour dans un rayon de 100 mètres, un plan d'ensemble à jour à une échelle minimale de 1/200 et surtout, pour notre cas, une étude d'incidence Natura 2000 et un document justifiant la demande d'allègement des mesures. C'est justement à ce niveau-là que l'on voit ce qui implique tous nos choix sur la procédure. Les 2 derniers documents que je viens de présenter sont demandés en fonction du projet, si l'on se trouve ou pas en zone Natura 2000, ou si l'on souhaite ou pas avoir un allègement des dispositions réglementaires. Une fois que la procédure est terminée, vous pouvez immédiatement commencer l'exploitation de votre site en respectant les prescriptions ministérielles au regard de l'impact de votre activité sur l'environnement. Nous verrons par la suite ces prescriptions ministérielles. Il a noté que 6 mois après l'ouverture du site, les agents de la DREAL doivent faire un contrôle du site, soit réalisé par une structure agréée par le ministère. Il y a la liste sur le site de la DREAL. Et ce contrôle doit se faire par la suite, une fois par an, toujours par une structure agréée. Et les informations de ce contrôle à la charge de l'exploitant doivent être transmises aux agents de la DREAL. Quant aux carrières soumises au régime d'autorisation, il faut à minima avoir identifié un besoin d'intérêt économique. Ensuite, avoir identifié un gisement, un local situé hors zone protégée. Et enfin, avoir des garanties techniques et financières. Nous verrons par la suite que ces garanties financières servent à s'assurer que le site sera remis en état après exploitation. La procédure de demande d'autorisation, dite autorisation environnementale, est un peu moins simple que la procédure de déclaration. La différence majeure est qu'une étude d'impact environnemental doit être réalisée pour s'assurer de l'impact de l'exploitation sur l'environnement. Cette étude a aussi vocation à proposer des solutions d'évitement, de réduction et de compensation des potentiels impacts. L'autre différence majeure entre les 2 procédures est que le projet est soumis à une enquête publique. Les riverains proches du projet et géographiquement proches du projet de carrière devront donner leur avis et le pétitionnaire devra alors faire des adaptations en fonction de ce qui sera dit de pertinent. Et enfin, le projet d'exploitation doit passer à une commission qui valide la pertinence du projet au regard du besoin économique et des potentiels impacts environnementaux. Maintenant, la procédure de demande d'autorisation se fait en ligne, ce qui réduit considérablement les délais de 9 à 12 mois, alors qu'avant, nous avions des délais qui pouvaient aller jusqu'à 4 ans. Généralement, l'autorisation d'exploiter est donnée pour 30 ans, tandis qu'une carrière déclarée a une durée de vie de 5 ans. Je terminerai cette partie en disant que, quel qu'en soit le projet, il convient de se faire accompagner par un bureau d'études pour ne pas se trouver rapidement dans l'illégalité
et ainsi entretenir de saines relations avec les riverains et l'administration. Maintenant que nous avons l'autorisation d'exploiter ou que nous avons déclaré notre future exploitation, il y a certaines bonnes pratiques à respecter pour être en harmonie avec notre environnement. En France, il y a des prescriptions ministérielles relevant du Code de l'environnement qui nous permettent de mieux appréhender la préservation de l'environnement vis-à-vis de notre activité extractive, que j'ai classée en 3 aspects. Il s'agit de protéger les ressources et les paysages, protéger la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, protéger les riverains des nuisances. Ces préconisations ont vocation d'éviter, réduire ou compenser les impacts de notre activité sur l'environnement. Cette réglementation respecte le principe de proportionnalité, c'est-à-dire les prescriptions dépendent de l'impact que l'on est susceptible d'avoir sur l'environnement. Vu les volumes et les surfaces sollicitées pour ce type d'exploitation, nous pouvons nous douter que l'impact de cette activité est réduit. N'empêche, il y a certaines bonnes pratiques à respecter à tous les niveaux de vie de la carrière. Avant la mise en service du site, il est primordial de mettre en sécurité le site. Pour cela, il est recommandé de mettre des clôtures difficilement franchissables, idéalement avec des barbelés. Ces clôtures doivent être situées à 10 mètres d'un front de taille. Il convient également de signaler la présence de la carrière aux riverains, notamment par des panneaux installés aux abords du site. Le but de cette préconisation est d'éviter des accidents comme des chutes suite à des intrusions sur site. Après avoir pris les précautions de mise en sécurité du site, nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques pendant l'exploitation. Nous allons commencer par les bonnes pratiques pour la protection de la biodiversité. Les principaux impacts que peuvent avoir une telle activité sont la destruction d'espèces et d'habitats lors de la phase de déboisement et de décapage lors de l'extraction. Par exemple, certains arbres peuvent servir de gîte pour certaines espèces de chauves-souris. Nous allons parler des précautions à 3 niveaux. En amont, pour tout ce qui est évité, en pendant, tout ce qui est réduit, et en aval, pour ce qui est compensé. Avant toute chose, il est impératif de faire une étude d'impact sur la zone concernée par notre projet, quelle qu'en soit la taille qu'elle aura. Il s'agit simplement d'identifier les espèces présentes, l'impact que notre activité aura sur elles, et ensuite proposer des mesures pour les protéger. Il est convenable de se faire accompagner par un bureau d'études pour cette étape. Pendant l'exploitation, il y a certaines pratiques à faire pour être en harmonie avec la biodiversité présente. Déjà, il faut pratiquer systématiquement la défavorabilisation des zones d'extraction. Il s'agit de procéder à des griffages du sol ou l'abattage d'arbres, ce qui permettrait de détruire momentanément, le temps de l'extraction, les gîtes potentiels d'espèces de type reptiles ou oiseaux. Tant que possible, il est aussi recommandé d'adapter les phases d'extraction à la phénologie de la faune fréquentant la zone en prise. En effet, il faudrait éviter de réaliser des phases d'extraction pendant les périodes de reproduction des espèces. Il faut éviter de procéder au déboisement des zones qui seront à l'extraction trop à l'avance. Il faut maintenir les principaux corridors, notamment de chasse ou de transit des animaux. Au cours de l'exploitation, il faut procéder à la remise en état du site en se coordonnant aux phases d'exploitation. En d'autres termes, les déblais qui sont extraits d'une zone d'extraction servent à la remise en état de la zone qui est en train d'être extraite. À la fin de l'exploitation, les zones remises en état doivent être reboisées par des espèces endogènes ou compatibles à l'état initial.
De par leur nature, les carrières artisanales ont un impact modéré sur les ressources et sur les paysages. En effet, le nombre d'engins limité, l'absence d'outils industriels de production, l'envergure des exploitations en surface et en profondeur et la quantité limitée de matériaux extraits expliquent l'impact réduit sur les ressources, eau, air et paysages. Comme sur les aspects de biodiversité, nous allons parler de certaines bonnes pratiques à 3 niveaux quand même à respecter. En amont, bien évidemment, il serait convenable de faire une étude pour recenser les risques de pollution et les impacts que peuvent avoir l'exploitation sur les paysages et les ressources, notamment en eau. Il faut se rassurer que nous ne sommes pas à proximité d'un AEP ou que le site ne soit pas visible depuis un site protégé ou emblématique ou un chemin de randonnée. Le cas échéant, envisager la mise en place d'une couverture végétalisée. La principale source de pollution que peut causer cette activité est la pollution des eaux par des effluents type hydrocarbonés, causés par des fuites accidentelles, notamment lors d'approvisionnement ou lors des opérations de maintenance. Pour éviter toute forme de pollution, il convient de réaliser tout ce qui est maintenance et approvisionnement sur des aires dédiées, étanches, avec dans l'idéal possibilité de retraiter les eaux usées. Pendant l'exploitation, il est recommandé d'appliquer certaines règles. Garer les engins ou faire la maintenance sur des zones imperméabilisées pour éviter les fuites accidentelles qui pourraient polluer les ressources en eau, ça on l'a déjà vu. Limiter la vitesse de circulation des engins et le cas échéant procéder à l'arrosage des pistes pour éviter toute forme d'émission de poussière. Et enfin, envisager des cajus végétalisés s'il savait que la carrière est visible depuis des zones fréquentées. Lors de la remise en état, il faut procéder au traitement éventuel des pollutions et remettre en état conformément à l'état initial. Maintenant, nous allons nous intéresser sur l'impact d'une telle activité sur les riverains. Les principaux impacts sont liés aux émissions sonores, aux émissions de poussière, à la circulation des camions et potentiellement à l'impact visuel. C'est pour cela qu'il convient, avant l'exploitation, d'évaluer l'impact qu'aura la carrière en termes d'émissions de bruit, de poussière, de camions, de circulation de camions et d'impact visuel. Pendant l'exploitation, limiter les périodes d'extraction, notamment au BRH, qui de fortes émissions sonores, mettre des clôtures, mettre des indications attention carrière, limiter la vitesse de circulation des engins sur site pour éviter notamment les émissions de poussière. Après l'exploitation, adoucir tous les fronts et sécuriser le site. Concernant les prescriptions en termes d'hygiène et sécurité au travail, la première prescription est de façon évidente est le port des EPI en toutes circonstances. Ensuite, il faut éviter de porter des charges lourdes. Et le cas échéant, adopter les bonnes postures. Toujours se faire assister pour toutes les manutentions. Pour rappel, la charge maximale que la réglementation autorise à porter est de 25 kg. En termes de circulation, les prescriptions sont différentes en fonction de si l'on se trouve à l'extraction ou si l'on est à l'atelier de production. Dans tous les cas, il serait convenable d'avoir un plan de circulation, de faire respecter les indications de vitesse, généralement qui est de 20 km par heure ou de 10 km. Donc, par exemple, à l'atelier, il faut faire attention aux engins qui pourraient sortir de l'atelier ou bien qui feraient certaines manœuvres. Il faut escorter les véhicules légers vers les zones de chargement. Il faut arrêter le chargement si un client sort de sa cabine. Il faut toujours maintenir un merlon à l'averse des stériles. Il faut signaler tous les presque accidents. Il convient toujours de compléter toute manœuvre par la vue, par le rétroviseur, par la vue en réel en tournant la tête. Il
faut nettoyer les pare-brises et les rétroviseurs de tous les engins tous les matins pendant que la voiture est en chauffe. Il faut assister les collègues pendant toutes les opérations de maintenance pour éviter de monter sur les engins. Il faut toujours avoir un atelier bien rangé pour faciliter la circulation des engins. En conclusion, une carrière artisanale est une carrière de roche ornementale et de construction dont la production, en grande partie manuelle, émane d'un savoir-faire spécifique, clivage taille et ayant pour finalité l'approvisionnement d'une filière artisanale ou patrimoniale. Un projet d'exploitation d'une carrière artisanale peut avoir deux finalités, soit une finalité d'intérêt patrimonial ou architectural, soit une finalité plutôt économique de développement d'un territoire ou d'une filière locale. Et les démarches administratives pour procéder à l'exploitation dépendent de cela. Il faut respecter les prescriptions telles que la mise en sécurité du site, l'approvisionnement en hydrocarbures et l'entretien des engins doivent être faits sur des espaces dédiés, procéder à la remise en état en synchronicité avec l'exploitation, éviter de faire des extractions au BRH à tout moment de la journée. Donc tout cela, ce sont des règles pour avoir une harmonie avec son environnement, notamment aussi pour la biodiversité. Éviter de faire des très gros décapages ou bien d'abattement d'arbres dans des périodes éloignées des périodes effectives d'extraction. Pour ce qui est de la sécurité ou de la santé au travail, il faut en toutes circonstances porter les EPI, adapter les bonnes postures lors des manutentions et respecter les règles de circulation sur site. Pour terminer la formation, je vais vous faire passer une vidéo qui a également été réalisée dans le cadre du projet Loba Pro, d'une carrière artisanale qui a été sauvegardée dans le département de l'Aveyron. Et cette vidéo est intéressante parce qu'elle parle de plusieurs aspects, notamment des aspects en amont, des aspects patrimoniaux et des aspects matériaux. Et par la suite de la formation, dans le prochain webinaire, nous parlerons de tout ce qui est matériaux et savoir-faire. Donc cette vidéo fait la liaison entre les deux webinaires. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que pour s'intéresser à ces matériaux ancestraux qui sont tout autour de nous, je vous le rappelle, c'est ce qui fait la force des paysages aveyronnais, notamment et tout le sud du Massif central de manière un peu plus générale. Ces matériaux essentiels qui marquent les toits, c'est la lauze ou l'ardoise selon qu'elle soit du sud ou du nord. Donc lauze, c'est un terme plutôt du sud occitan. Lozera, pierre plate, voilà, ça veut dire pierre plate. Ardoise, ardoisière, c'est utilisé dans le nord, mais de façon générale, aujourd'hui, quand vous lisez le dictionnaire de l'architecture, une ardoise, c'est une lauze fine et une lauze, c'est une ardoise épaisse, pour faire un petit peu court. Donc tout ça parce que aujourd'hui c'est un matériau qui est dans un équilibre précaire et que si tous les acteurs ne s'étaient pas mobilisés, on ne parlerait plus de ce matériau et on aurait des matériaux de substitution, que ce soit des matériaux industriels ou des matériaux espagnols, brésiliens, voire chinois. Le Kérol, l'ardoisière du Kérol est née, je dirais, s'est répandue, a explosé en termes de production, on va dire 18e, 19e siècle, quand ces techniques de fabrication industrielle, quasi industrielle, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient quand même dans nos sites. Et puis le train permettait ensuite aussi de trimballer, de vendre et donc d'élargir l'exploitation de ces carrières qui étaient de très grosses carrières, qui essaimaient sur tout le sud du Massif central.
Donc on perce perpendiculairement, Ouais. tous les 40 cm, 50 cm. Ouais, à peu Ouais. près. Et après on met des charges, mais très légères, D'accord. pour juste souffler, Ouais, c'est ça, voilà. souffler la roche et la décoller. Tu sais, les strates vous contrarient votre tir. Elles sont couchées comme ça, donc on va aller le chercher du coup dans le sens. Oui, parce que là, t'es obligé d'aller comme ça, là. Hein? On va, Ouais, c'est on ça. va suivre Voilà. dans perpendiculaire Ouais. au sens de la Ouais. des strates. Oui, tu suis dans le sens des strates. Ah ouais, elle sonne bien quand même, elle est bien. Hein, ouais. Quand c'est comme ça, tu fais sauter, Ouais, ouais. tu ferais sauter ce truc là. Bah, Ça dépend. Voilà, parce que là, tu l'as presque comme elle est là, t'as presque une belle de rive là. Et c'est vrai que si tu fais sauter ça, tu vas te la réduire de beaucoup quoi. Bah, ça dépend, en fait on va regarder Ouais. dans quel sens on va la tailler, qu'est-ce qui va être en dessous, qu'est-ce qui va être au-dessus. So- Donc là je pense que ça irait en dessous et ça irait au-dessus. Donc ça, Ouais, si ça c'est tu fais au-dessus, sauter. ouais, ça a rien, ça a pas lieu d'être. Ça. Donc, on enlève. Ouais. Et on affinerait là, la tête, parce que Oui, il va y avoir t'affinerais la tête, si on fait une rive, hein, il va y Ouais. avoir celle-là Oui, ouais, au-dessus, ouais, ça va gêner. Donc, Je suis déjà venu il y a peut-être une vingtaine d'années chercher de la pierre ici. Et c'est vrai de me voir revenir dans cette carrière où j'avais pris des blocs bruts pour le château de Vallon et on avait fait les terrasses intérieures, la partie sommitale, parce que c'était vraiment le matériau local et j'avais eu la chance de le trouver. Et puis là de revenir et puis de voir ce chamboulement déjà de la terre, là c'est assez émouvant de voir ce qui s'est passé déjà. Ça a l'avantage d'avoir un matériau qui s'est fait ici, qui a une authenticité d'ici, une résistance d'ici. Parce que tu Oui. vois, quand tu fais venir de la pierre d'Espagne ou des pierres d'ailleurs, C'est pas le même climat. elles n'ont c'est pas le même ADN, elles sont pas faites ici, elles sont pas faites pour résister ici. Et notre pierre d'ici, ben, elle est de là, quoi. Et puis elle est pas loin, elle est sous nos pieds, quoi. C'est ce qu'on a, c'est ce que vous faites là. Vous sortez, voilà, c'est quand on parle de territoire, on parle de terre, on parle de terrain, et en fin de compte, c'est ce que vous avez sous les pieds, quoi. Cette carrière avait une fin de droit d'exploitation qui se terminait il y a peu de temps. Du coup, avec Jean-Michel, on s'est rencontrés et en fait, tout s'est fait assez rapidement puisqu'il fallait qu'on reprenne l'activité avant que les droits d'exploitation se terminent. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans cette aventure de patrimoine, on va dire, de patrimoine local et d'un produit séculaire qui englobe toute l'Aveyron et les régions voisines, quoi. Initialement, UGTP n'a rien à voir dans tout ça, puisqu'ils sont à la base, on fait du terrassement, du VRD, de la chaussée. Et on a voulu essayer de faire une diversification en se lançant dans cette aventure de remise en route d'un site qui était en fin de vie, quoi. l'ancien propriétaire de cette carrière, du coup qui n'exploitait plus, oui, on l'a rencontré et même si c'était complémentaire au métier que je faisais, c'était une autre facette que les couvreurs ne voient malheureusement plus beaucoup parce que c'est un métier qui se perd. Et du coup, en discutant avec lui, on a vraiment redécouvert vraiment la base du métier, de l'extraction du matériau avant la pose sur le toit. Les contraintes de cette restauration, du fait qu'on soit situé à côté d'un monument historique, étaient de reprendre les matériaux existants, la pierre, la lauze, et donc le choix pour la couverture s'est fixé sur la lauze de Crérol qui a
dont la production a été récemment réintroduite. À partir de fin de semaine, il doit revenir pour mettre la volige. Et semaine prochaine, on attaquera le gros, la mise en place de la belle lose de Quérol. Alors là, je vous montre, c'est une lose qu'on a déposée, qui était sur ce toit déjà. Et là, on a la preuve qu'elle a été réutilisée plusieurs fois et posée à l'époque à la cheville. C'était des chevilles en bois au lieu d'avoir des clous. Peut-être qu'elle a servi en lose de réparation, ils s'en sont resservis ici. Et ça en sont peut-être même servi une troisième fois. On peut voir un clou là. Ah ben moi, si elle n'a pas 200 ans, elle en est pas loin. Hein, parce que ça faisait largement 100 ans à la cheville bois. On voit qu'elle a été réutilisée à un endroit et elle a été retravaillée à la pointe. Celle-là, c'est sûr que c'est 200 ans minimum. Hein. Un joli produit, hein, dans la régularité, la planéité. Et là, maintenant, derrière, là, vous voyez la lose neuve on calibre en longueur. Et bon, là, on voit que c'est travaillé avec des perforateurs, ce qui est bien mieux qu'à la marteline, parce qu'on ne fragilise pas du tout la pierre. Et nous, on les calibre dans le sens de la longueur, de 2 cm en 2 cm. Et sur le toit, on commence par les plus grandes et on diminue au fur et à mesure. On a une ardoise qui est un petit peu plus épaisse, mais vous voyez, quand on parle couleur, on la voit là. Hein, on a ce côté gris, on a ce côté bleu, on a ce côté brun, ça parle tout seul. Quand on a un matériau qui est comme ça, alors on peut l'utiliser de différentes manières. Chaque pierre peut être une œuvre d'art. Alors si elle est posée sur un toit, elle va faire un ensemble, mais j'allais dire celle-ci toute seule, elle peut dire quelque chose, quoi. Et je veux dire, c'est le matériau dans sa plus simple expression qu'il faut essayer de mettre en valeur. C'est pour ça que les carriers qui vont exploiter cette carrière-là doivent essayer de savoir quoi faire de leurs matériaux. Cette maison médicale, c'est le projet qu'on a en cours par rapport à notre patrimoine. Et le choix qui a été fait, c'est de valoriser, sur le regard de l'UDAP, l'architecte qui est en charge de la commune de Saint-Côme insiste beaucoup sur la 5e façade. On est sur un village qui est en vallée et on voit, les toits de chaque côté quand on rentre sur le village. Et la 5e façade est une façade importante. On s'occupe effectivement des façades quand on est au sol, mais la 5e façade, pour nous, est quelque chose d'important. Et le choix qui a été fait, et c'est presque, une boutique de présentation du projet du Quérol, c'est sur un lieu comme ici, avoir une présentation en plein cœur de village du travail qui peut être fait autour de ces ardoisières. La communauté de communes et notamment ses services, donc depuis 2017, se sont mobilisés pour mettre du monde autour de la table, pour essayer de faire prendre conscience aux élus de la richesse qu'on avait avec ce genre d'outils qui était tout proche et qui allait aussi probablement s'éteindre. Donc ça a été de faire prendre conscience de cette chose-là et derrière de soutenir administrativement la démarche, puisque
maintenir une carrière ouverte ou réouvrir une carrière, c'est quelque chose de très lourd administrativement. Et donc derrière, ça a été ce gros soutien administratif. Et je dirais de créer toute cette émulation autour de ce projet. Alors je suis là parce qu'on est venu faire une visite de terrain dans le cadre du programme LOBA Pro. Moi je suis agent de développement pour l'association des artisans losiers couvreurs. Moi je m'appelle tout d'abord Cathy O'Neill et je suis la directrice de l'association artisans bâtisseurs en pierre sèche et la coordinatrice d'un programme qui s'appelle LOBA Pro et qui a pour objectif de structurer et consolider et faire évoluer les filières qui sont l'osier. Je suis responsable du pôle aménagement et cadre de vie au PNR de l'Aubrac et une de mes missions est de suivre et d'animer un peu la filière pierre sur l'Aubrac. Aujourd'hui, on a des départements, de nombreux départements dans lesquels on n'a plus de carrières qui fournissent de la lose. Généralement, les carrières locales et les carrières artisanales qui peuvent produire de la lose ou de la pierre à bâtir sont des carrières de vieilles carrières où il y a un vrai problème de main-d'œuvre, problème de reprise des exploitations, des exploitants qui souvent arrivent en fin de carrière et qui ne trouvent personne pour reprendre. Les couvreurs utilisent souvent des stocks existants de pierre et de lose. Et les loses sont démontées, on en sélectionne, on les retaille, on les réutilise. Mais on n'en sort pratiquement plus d'exploitation. Et clairement, il y a un enjeu aujourd'hui à accompagner des carrières dans leur réouverture et de manière à ce que demain, on puisse continuer à avoir des toits de lose dans nos régions. La communauté de communes, quant à l'Autrière, a accompagné, a été même à l'initiative de la relance de la carrière du Quérol, qui était la dernière à avoir encore une autorisation en cours. Donc la communauté de communes a fait le travail, on va dire, administratif et de recherche d'une structure économique pour reprendre la dernière carrière et ensuite accompagner cette entreprise dans toutes ces démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. Et ensuite, on a accompagné tout le côté communication, marketing, débouchés, subventions, travail avec l'architecte des bâtiments de France, avec des architectes, pour que les prescripteurs soient les premiers à prescrire justement ce type de produit naturel, local, neuf sur le bâtiment. Alors le Parc national des Cévennes, il a constitué il y a des dizaines d'années maintenant un réseau et il a aidé les bâtisseurs en pierre sèche à fonder une association, à créer une école de la pierre sèche pour transmettre le savoir-faire. Nous, notre travail, c'est un peu de lier un peu tout ça, la transmission de savoir-faire, le regroupement des artisans. On a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ça aujourd'hui et nous, on essaye de coordonner un peu tout ça, le structurer et pour aussi montrer aux gens qui sont soit des jeunes, soit des personnes en reconversion professionnelle qui cherchent un sens aujourd'hui à leur vie professionnelle. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent, qui ont une carrière déjà autre. Professionnels et on pense que ces métiers-là sont vraiment un avenir pour les territoires.